Alors, bonsoir à tous. Je suis Delphine Brousseau, directrice déléguée d'Urasso et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau lundi pro d'Urasso. Ce soir, je suis avec Maxence de la Fouchardière. Bonsoir Maxence. Salut Delphine. Et nous allons vous parler des soft skills, 10 soft skills pour performer en entreprise. C'est donc le sujet de notre atelier de ce soir. Alors voilà, l'idée c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner pour performer en entreprise, pour voir ce qu'il y a derrière ces fameuses soft skills, comment les développer, comment petit à petit monter en compétences. Et pour ça, voilà, Maxence va nous délivrer tous ses secrets. Alors pour vous présenter un petit peu Maxence, donc Maxence, tu es spécialiste des ressources humaines et du recrutement notamment. Et puis tu as travaillé en start-up pendant plus de 10 ans. Et puis tu t'es mis à ton compte depuis l'année dernière dans le cabinet qui s'appelle Blue Perspective. Et donc tu accompagnes les entreprises sur des problématiques de recrutement, mais tu fais aussi pas mal de coaching et d'accompagnement en transition professionnelle. Et puis de plus en plus, tu délivres des formations autour justement des problématiques de ressources humaines, de formation elle-même, de développement personnel et professionnel, bref, de nombreuses cordes à ton arc. Et donc, on est très content, Horacio, de pouvoir bénéficier de tes conseils et de ton expérience. Voilà, le cadre est un petit peu posé, donc je vous propose de commencer. On va avoir un topo de Maxence avec un support qui, si vous le souhaitez, pourra vous être envoyé après l'atelier. Et puis ensuite, on aura une petite séance de questions-réponses pour que vous puissiez voilà, être éclairé sur tel ou tel sujet, telle ou telle question que vous pourriez avoir. Voilà, je partage le document et Maxence, ça va être à toi. Eh ben, merci beaucoup Delphine pour cette belle présentation. Comme à ton habitude, à chaque fois, c'est toujours super sympa. Donc, écoutez, moi, je suis ravi d'être avec vous. Je vois que j'ai un reflet bleu un peu bizarre sur ma tête, mais n'y prêtez pas attention, s'il vous plaît. Donc voilà. En gros, 10 savoir-être pour performer en entreprise. C'est un petit peu ce qu'on mettait sur le teasing de la formation. Voilà, le bon élève, c'est pas nécessairement la personne qui va réussir en entreprise. Et c'est ce qu'on va vous démontrer, tout simplement, donc tout au long de ce webinaire, avec une dizaine de compétences qu'on a sélectionnées, que j'ai sélectionnées, du coup, de manière soit empirique, donc pour vous faire que j'ai pu m'en rendre compte, mais aussi par mes lectures, par le développement personnel, par ce que je vois aussi autour de moi. Et finalement, voilà, ça se nourrit encore plus maintenant en tant qu'indépendant. Euh, donc, euh, donc voilà par rapport à ça. Merci beaucoup, Delphine. Donc, première compétence, et pas des moindres, et pour moi, je pense d'ailleurs la plus importante de toutes les compétences, la communication. Alors vous allez me dire, bah oui, jusque-là, rien d'incroyable, la communication, sans blague. Euh, Moi, j'ai toujours ce souvenir, parce qu'au fil des années, on développe de la confiance dans sa communication, mais j'essaie toujours de garder une certaine humilité, de me souvenir de mes premières armes en entreprise et de la peur que j'avais des contacts avec mes maîtres d'alternance. Et je me souviens notamment d'une personne, quand j'étais à la caisse d'épargne, qui était très charismatique et assez impressionnante et, dans sa parole, et j'avais toujours peur d'entrer dans son bureau, de passer devant. Et, et puis, bon, au fur et à mesure, évidemment, on prend un peu de bouteille, on développe sa confiance en soi. Mais la communication, c'est absolument tout. Moi, je le vois encore plus aujourd'hui en tant que freelance, en tant qu'indépendant. Donc, je fais face à mes clients, à la fois donc, dans la manière, moi, de communiquer enfin, et de définir ensemble des objectifs. Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Ou est-ce que pouvoir verbaliser aussi le fait qu'il y a des choses qu'on sait moins bien faire, qu'on sait faire, euh, définir les rôles, tout ça, ça fait partie de la communication.
communiquer, c'est évidemment savoir se vendre, parler de soi d'une bonne manière, avec une certaine délicatesse. C'est communiquer, c'est aussi savoir écouter, écouter, donc faire reformuler pour gagner en sérénité et se dire aussi que la communication, ça se fait toujours à deux. Donc finalement, cette communication, vu qu'elle se fait à deux, eh bien, il faut savoir communiquer efficacement et écouter, se synchroniser à l'autre. Euh, donc voilà, la communication, enfin, je fais un petit peu un gloubi-boulga et je parle de différentes thématiques de la communication, mais la communication, c'est primordial parce que une des compétences les plus valorisées en entreprise, c'est la compétence déjà commerciale, de pouvoir vendre quelque chose, et pas nécessairement en tant que commercial, mais aussi se vendre en interne sur un projet, pouvoir dire, ben, moi j'ai les compétences de pouvoir le faire. Ça sert aussi à cadrer les projets, à cadrer la relation, à cadrer son projet. Ça sert aussi à gagner en sérénité parce qu'une bonne communication, c'est une bonne écoute. Bien écouter, c'est définir les rôles, c'est se synchroniser, créer du lien avec la personne. Donc la communication, c'est vraiment la compétence clé. La compétence clé. Alors, en communication, on parle souvent de l'étude de Merabian qui dit que c'est que seulement 5 ou 7% du message, en fait, c'est seulement ce qu'on dit et le reste, c'est la posture, la voix. Souvent, elle est mal interprétée, cette étude, hein. Donc, enfin voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, je ne sais pas si toi, Delphine, ça te parle, cette étude de Merabian, où en fait, une étude, on en parle beaucoup en communication. On dit que globalement, le plus important, c'est pas le message qu'on dit, mais c'est tout ce qui est notre posture autour. On en parle souvent. Donc, enfin voilà, souvent cette étude est mal interprétée. Évidemment, le non-verbal, la puissance de la voix, c'est extrêmement important, mais la qualité des arguments qu'on va choisir, le fait d'être éloquent, le fait d'être concis, ça a tout autant son importance. Donc, moi, ce que je vous propose comme axe de développement sur cette partie-là, tout d'abord, c'est développer son écoute active. Il y a des grands piliers dans l'écoute active pour essayer vraiment de comprendre l'autre, donc de se synchroniser à l'autre pour du coup créer un climat de confiance avec cette personne, pouvoir reformuler, pouvoir acquiescer, comprendre le fonctionnement de la carte du monde de l'autre pour comprendre vraiment ses attentes et ses désirs inavouables, entre guillemets. Ça fait très commercial, mais c'est un point intéressant. Je cite souvent cet exemple d'un post que j'avais vu sur LinkedIn. À chaque fois que j'en parle, j'arrive plus à le retrouver. Où on voit un commercial qui veut vendre un produit à quelqu'un. Et dans cette vente, on voit donc les motivations accessibles de la personne en face, donc de l'acheteur, c'est voilà, gagner en efficacité avec ce logiciel. Et puis plus on descend dans les motivations profondes, plus on a le montrer à mon chef que je suis le meilleur. Et puis plus on descend, plus on arrive sur prouver à mon ex qu'elle a eu tort de me larguer, quoi. Enfin bon, du coup, c'est un peu coco comme histoire, mais moi je trouve ça hyper drôle parce que savoir écouter, c'est vraiment comprendre ce que veut l'autre et donc se centrer aussi sur ses attentes. Donc développer sa communication non verbale, pouvoir créer de la synchronie, se synchroniser avec l'autre pour créer du lien, s'adapter à son interlocuteur, évidemment une personne qui va utiliser régulièrement des champs lexicaux peut-être avec des chiffres ou basés sur l'émotion, qui va utiliser un type de langage qui va répéter régulièrement des mots, vous gagnerez évidemment dans la pertinence de votre communication en utilisant, en vous synchronisant à son type de langage. Et enfin, structurer son message. Alors, donc, il y a tous les cours de rhétorique qui foisonnent sur comment structurer son message, mais souvent être concis, ne pas trop en dire, illustrer ses propos par des chiffres, éviter ou par des données, éviter les mots valises euh, pour avoir un vocabulaire clair, typiquement, plutôt que de dire dynamique ou ambitieux, dire on a une croissance importante avec plus de 15% de chiffre d'affaires, enfin, je sais pas. Structurer son message, des arguments précis, des mots précis, éviter les mots valises. Voilà. Et donc, je mets comme mot-clé la programmation neurolinguistique, parce que donc, moi, c'est une discipline
c'est un modèle pour lequel j'ai été formé, qui est la récupération de pratiques d'excellence dans le domaine de la communication, de la compréhension de l'autre et de la compréhension de soi. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de passionnant si vous vous intéressez aux thématiques de la communication et de la conduite du changement, de manière générale. Voilà. Slide suivante, s'il te plaît, Delphine. Merci beaucoup. Alors, se faire respecter. Ça, c'est un point vraiment que je trouve passionnant et très exigeant. Et je dis ça encore plus dans notre éducation catho, où ben, finalement on veut taper dedans, on veut bien faire, et puis on fait de notre mieux, quoi, parce qu'on a été souvent élevé comme ça, et donc ben, on donne et sans forcément poser ses limites. Euh, Se faire respecter. Pour moi, je fais souvent le parallèle hein, avec l'amour, hein. Quand on veut aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi avant. Et pour se faire respecter, ben, il faut se respecter soi. Et pour se respecter soi, c'est aussi c'est gagner en maturité aussi sur ben, qu'est-ce qui est important pour nous. Et quand on commence à comprendre ben, ce qui est important pour nous, c'est-à-dire que moi, c'est important pour moi d'avoir un bon équilibre entre ma vie de famille et ma vie pro, c'est de faire du sport, c'est de bien manger, ou enfin, je sais pas. On a tous des choses ou des valeurs qui sont importantes pour nous, c'est important de les comprendre, et en les comprenant, on va du coup finalement prendre conscience de son temps, que son temps est important, et que son temps, ben voilà, son temps c'est précieux, et puis le temps, ben, ça va et puis ça revient pas. Hein. Et donc du coup, se dire que pour me faire respecter, ben, il faut que je puisse respecter mon temps pour allouer mon temps sur des choses, ben, moi, qui sont importantes pour moi. Et donc, ça va sans dire que si on commence à développer cette logique de compréhension de son temps et d'allouer son temps sur des choses qu'on apprécie, eh ben on va commencer à avoir plus comment dire ça? Ça va être plus simple de parler ou de dire non à des personnes qui veulent nous prendre notre temps. Je m'explique. Des personnes qui vont nous demander de l'aide sur tel ou tel projet ou sont responsables au travail qui nous demandent de participer à tel projet en plus alors qu'on n'a pas le temps, c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, hein, c'est pas parce qu'ils sont malhonnêtes. Hein. Tout le monde a tendance à tirer la couverture de son côté, c'est entre guillemets un peu de bonne guerre. Mais le fait de pouvoir dire non, tout simplement parce qu'on est conscient de ses priorités et de ce qui est important pour nous, c'est extrêmement puissant et ça vous permet ben, à la fois vous, de gagner en sérénité, de pouvoir allouer le temps sur ce que vous voulez faire, mais aussi de vous faire respecter et de faire comprendre à l'autre que votre temps est important et que quand vous décidez de mettre votre temps d'allouer votre temps sur une activité en particulier, et ben, votre parole a du poids. Et vous acceptez de mettre votre temps là-dessus, donc du coup, ça a une certaine importance. Si vous vous engagez encore plus, ça a tout son poids. Donc finalement, le savoir dire non, c'est un peu le haut de la montagne. C'est la face visible de la montagne. Mais plus on descend, et même si on arrive en dessous du niveau de la mer, ben on se rend compte que c'est toute une démarche profonde de compréhension de ses valeurs, de ce qui est important pour nous, euh, pour pouvoir dire oui ou non, in fine. Et donc évidemment, ben, gérer ses horaires. Hein, alors, moi, j'ai jamais eu des postes dans des comités de direction de société ou n'importe quoi. Il y a des gens qui peut-être sont ravis de bosser le samedi et le dimanche. Enfin, moi, je critique pas du tout. Hein. Il y a des gens qui aiment ça. J'en vois autour de moi et tant mieux pour eux. Et si vous êtes peut-être dans une situation, si c'est pas votre choix et que vous le subissez, que vous subissez de travailler trop tard, mais du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous faire respecter, pour en parler à votre responsable, pour prioriser quelles sont les actions prioritaires que vous devez faire de votre côté. Et finalement, c'est aussi de la communication, savoir verbaliser qu'on a trop de travail, qu'on a trop de choses à faire. Et donc, j'ai mis comme... enfin voilà, in fine,
c'est savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Ben oui, c'est rejeter les choses qui ne sont pas bonnes pour nous, quoi, et c'est accepter les choses qui sont bonnes pour nous. Donc, c'est faire un choix. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et en mots-clés, c'est la communication non violente. Bon, quand on parle de communication non violente, c'est souvent parler de son ressenti. Euh, c'est ne pas présumer que l'autre nous veut du mal si elle nous demande quelque chose, parce que c'est rarement le cas d'ailleurs. Euh, mais c'est se dire, tout simplement, ben voilà, moi je vais parler de mon ressenti, ne pas accuser l'autre, ne pas présumer qu'elle pense comme ça, et lui parler de mon ressenti. C'est hyper puissant comme technique. Enfin voilà, j'ai l'impression que voilà, je travaille beaucoup, du coup j'ai l'impression que je me fatigue, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait qu'on trouve des priorités ensemble. Enfin, voilà. Et donc le scout est courtois et chevaleresque. Bah oui, c'est moi j'aime bien dans cet article-là le fait d'être courtois, donc de savoir dire les choses avec une certaine oui, avec le choix des mots, avec de la politesse, mais aussi chevaleresque, parce que chevaleresque, c'est le fait d'être c'est une optique un peu franche, un peu directe. Le chevalier, c'est on se bat pour une certaine justice, pour ce qui est important pour nous, de ne pas accepter n'importe quoi, et c'est savoir dire les choses avec un certain panache, avec un certain courage. Voilà. Merci Delphine. Le sens du collectif. D'une manière générale, moi je le vois beaucoup, euh, le... en fait les projets collectifs en entreprise, je vous parle vraiment du contexte de l'entreprise, c'est ce qui va nous mettre souvent en valeur par rapport aux autres, parce que c'est des projets qui peuvent avoir de la visibilité, et aussi vu que ça mobilise différentes ressources, ça a de l'impact, ça a un impact important, généralement. Plus de visibilité, ça a de l'impact, et les compétences de management, donc gérer des hommes avec un grand H évidemment, c'est des compétences qui sont extrêmement exigeantes et qui sont souvent valorisées par des salaires supplémentaires, par des promotions. Et donc gérer le sens du collectif, c'est des compétences qui sont très importantes pour progresser. Je reviens sur sa capacité d'écoute. Je m'étais beaucoup renseigné lors de gestion de projet sur l'importance de mener pour des projets stratégiques des entretiens utilisateurs. Faire des entretiens avec les personnes qui vont être impliquées dans l'entreprise. Quelles sont leurs attentes? Quels sont leurs cailloux dans la chaussure? En quoi est-ce que le projet que je vais devoir coordonner, en quoi est-ce que c'est important pour eux? Quelles sont leurs attentes par rapport à ça? C'est à la fois pour des personnes qui sont impliquées directement ou indirectement dans le projet, mais c'est aussi pour les personnes qui vont travailler, même pour les personnes de votre équipe, quoi. Qu'est-ce que toi tu attends chez ton manager? Donc moi, par exemple, chez mon client, j'ai repris une équipe de freelance en management direct que je ne manageais pas au préalable. Les premières questions, c'est qu'est-ce que tu attends de ton manager? Comment est-ce que toi, comment est-ce que tu aimes travailler? Qu'est-ce qui te motive au travail? Qu'est-ce que toi, tu ne veux pas? Enfin, c'est important de poser ces questions pour tout de suite comprendre ce qui est important pour l'autre et pour pouvoir dire tout de suite, je suis d'accord avec toi, ou finalement, là-dessus, on a un désaccord. Et c'est important de vite faire verbaliser les choses aux personnes pour bâtir une relation collective beaucoup bien meilleure. Et c'est souvent les erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé en tant que jeune manager, c'est de trop vite me centrer sur moi, ma vision des choses, que j'ai envie de faire, un peu tête baissée, sans avoir vraiment questionné la personne. Et ça, c'est évident que ça donne beaucoup en puissance dans la conduite du changement de son projet, dans l'avancée de son projet, dans la motivation des personnes et dans leur engagement. Définir clairement les rôles, poser le cadre dans un projet, les matrices, bon, les gestionnaires de projet en parleront mieux que moi, mais les matrices type RACI pour définir les personnes, est-ce qu'elles vont être décisionnaires, est-ce qu'elles vont être seulement consultées, ou est-ce que ça va être enfin voilà, quel va être le rôle de ces personnes dans sa gestion de projet.
Être solidaire, partager et transmettre ses connaissances, on en reparlera un petit peu tout à l'heure dans le réseautage, mais globalement, si vous, plus vous donnez dans une relation, et en entreprise aussi, plus vous aimez transmettre, plus vous passez du temps, plus vous montrez que vous êtes solidaire, plus dans la grande majorité des cas, eh bien, les gens vont vous redonner aussi. Donc, typiquement, le côté on garde certaines informations pour nous, etc., c'est souvent la pire des stratégies. Je lisais un excellent post LinkedIn d'une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, qui était le directeur financier dans une des sociétés dans lesquelles j'étais il y a quelques années, lui qui a toujours évolué, qui a des postes incroyables, et il donnait comme conseil toujours donner dans les relations en entreprise, processer les choses et ne pas avoir peur de saisir les opportunités. Parce que c'est là, plus vous donnez, entre guillemets, un peu gratuitement, enfin gratuitement dans le cadre du projet, et vous aurez la possibilité de vous positionner sur des nouvelles compétences à développer, sur de nouvelles choses à gérer. Donc voilà, donner, partager, vous allez créer de bonnes relations, vous allez avoir de l'impact dans vos projets et ça va vous permettre, on va se dire, bah, cette personne, elle est généreuse. Et en plus, si elle a envie de se positionner sur le projet, bah, pourquoi pas, je vais lui laisser sa chance. Donc ça va comme ça. Et c'est en nous donnant la chance de travailler sur de nouveaux projets qu'on va prendre en envergure sur son poste et qu'on va pouvoir débloquer de nouvelles compétences. Voilà, s'impliquer dans la vie de l'équipe, de l'entreprise. Alors, bon, moi, je suis un peu moins bien placé pour... Enfin, non, je suis un peu moins bien placé. Mais oui, c'est vrai, puisque maintenant, en tant que freelance, c'est une attitude différente, mais ça n'empêche pas du tout. Je le vois avec mes clients, le fait que même en tant que freelance, moi, je me sens impliqué par la vie de mon client, que j'ai vraiment à cœur même de travailler sur des thématiques qui sont un peu éloignées de mon périmètre ou de ma fiche de poste initiale ou ma fiche de mission. C'est très plaisant. Et ça donne l'impression que cette personne veut s'impliquer, qu'il est généreux et qu'on va devoir lui donner en retour. C'est les lois universelles. Et donc voilà, on n'est pas scout pour soi tout seul, mais pour les autres. Donc voilà, les relations en entreprise, c'est donner pour recevoir, et c'est souvent comme ça que ça marche. Je vous dis pas d'être un béni oui-oui, hein, attention, hein, c'est pas du tout ce que je vous dis, mais moi je le vois vraiment quand je donne, quand je partage, quand j'ai envie de m'impliquer, que je mouille le maillot, généralement, si vous savez faire le boulot, vous allez vous différencier d'une grande partie des salariés. C'est une des croyances que j'ai. Alors, la capacité à réseauter, et je lisais un super article l'autre jour sur le fait que en fait, il prenait la comparaison quand on réseaute d'une personne qui va créer un compte en banque. Donc, il va créer un compte auprès d'une banque et tout de suite, donc il met pas d'argent sur ce compte et il demande tout de suite à retirer 10 000 euros. Et le banquier lui dit, bah, t'as pas mis d'argent, tu peux pas retirer 10 000 euros. Et ben le réseautage, ça ressemble un peu à ça. C'est que vous allez trouver ça un peu transactionnel comme approche, mais moi, je trouve que c'est très juste, hein. Vous pouvez pas... Enfin, si vous donnez à la personne en face de vous, vous allez pouvoir retirer par la suite entre guillemets, en faveur ou en service. Si vous donnez des conseils, si vous aidez la personne avec générosité en vous intéressant vraiment à l'autre personne et à qui elle est, à partir de ce moment-là, vous pourrez aussi bénéficier de ce réseau. Ça fait très transactionnel en le disant comme ça. Je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut être compté, il faut être un comptable. C'est pas ce que je vous dis. Mais en revanche, ça marche beaucoup comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs, toutes les nouvelles boîtes de marketing digital et les boîtes de pub en ligne ou tous les entrepreneurs qui vendent qui vous proposent des e-books gratuits avec des informations pour après vous vendre leur formation. Parce que ça repose sur cette logique-là. Vous donnez des conseils gratuitement
vous donnez de l'information, vous créez de la valeur, et en créant de la valeur, en donnant, en partageant de la valeur, vous allez pouvoir en récupérer par la suite. C'est une des règles, entre guillemets, universelles du réseautage. Vous donnez, vous recevez. Et le fait de pouvoir donner à quelqu'un, c'est une opportunité pour moi. C'est une opportunité de développer son réseau. Et non pas parce que vous calculez tout. Ben déjà, le bon réseauteur, s'il en a rien à foutre de la personne et qui fait ça juste de manière égoïste, ça va vite se ressentir. Et on n'a pas envie de donner à des personnes qui sont pingres. On a envie de donner à des personnes, en tout cas de mon point de vue, qui s'intéressent vraiment à l'autre, qui ont envie de s'intéresser, qui ont envie de la faire grandir. Donc, le réseau, c'est donner pour recevoir, et on peut recevoir beaucoup plus que ce qui nous a été donné. Et c'est ça qui est beau aussi dans le réseau, c'est avoir ce rapport pas forcément mathématique dans les bénéfices. C'est un pari, le réseau. Et moi, j'ai fait ces paris, et aujourd'hui, je me rends compte que le réseau m'a apporté beaucoup plus que moi ce que j'ai donné. Donc j'en suis vraiment reconnaissant. Et j'en suis reconnaissant, mais parce que c'est aussi du temps à aider des personnes, à passer du temps. Mais ça paye toujours. Et même si ça paye pas, le bon Dieu vous le rendra. Voilà. Non, mais enfin voilà, moi je crois beaucoup à ça. Et donc le scout est l'ami de tous, c'est le frère de tout autre scout. Bon, c'est un bel article. Après, moi clairement, il y a aussi des personnes avec qui, bah oui, j'ai pas envie de réseauter parce qu'on a des opinions peut-être qui peuvent être un peu différents, ou il y a des personnes peut-être avec qui j'ai moins d'affinité. Je pense que c'est aussi important quand on donne à quelqu'un, c'est de pouvoir se donner entièrement, de ne pas avoir non plus trop d'arrière-pensée, donc aussi de pouvoir choisir aussi un peu les personnes à qui on donne. Mais de manière générale, voilà, c'est s'intéresser à l'autre dans ce qu'il est, de manière authentique, de manière vraie. Et voilà, quoi. Alors, l'organisation et la gestion du temps. Ça, franchement, c'est le truc que je vois en entreprise. Euh, Vous voyez, je pense qu'on a tous en tête l'exemple d'un collègue ou d'une collègue qui arrive toujours débraillé dans les réunions, toujours paniqué, toujours ah ouais, alors, j'ai pas fait ça, etc. Machin. Ou même d'un de nos, moi j'ai eu des boss comme ça, quoi, qui arrivaient toujours ah ouais, là, j'ai pas répondu à ton mail, mince. Et, euh, et en fait, et à côté de ça, on voit qu'il y a des entrepreneurs à succès qui ont bâti des fortunes, finalement, qui se libèrent beaucoup de temps pour eux. Donc, le, en fait, l'organisation, il y a des personnes, voilà, ils vont dire, ah ben j'entends ça régulièrement, ah, je suis bien organisé, tu vois, j'ai plein de dossiers, j'ai des post-it, j'ai des trucs, ça n'a rien à voir. Pour moi, déjà, la base de l'organisation, c'est quoi tes priorités? C'est quoi tes objectifs? Donc, avant de parler même de est-ce que tu as des intercalaires ou est-ce que tes dossiers sur ton bureau sont bien à jour, etc., tout ça, on s'en fout. C'est parce que chacun a sa propre organisation. Il y a peut-être des pratiques qui sont plus aidantes que d'autres, mais c'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes objectifs et c'est quoi le 80-20? C'est quoi le 20% d'action qui va te permettre d'avoir le 80% de résultats? Et et est-ce que c'est des objectifs? C'est pas toujours simple, hein, je vous dis ça je suis pas un ayatollah de l'objectif SMART. Il faut que ça soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporaire. C'est très compliqué de définir des objectifs SMART. En tout cas, moi, je trouve que c'est exigeant pour ce que je fais. C'est pas toujours simple. En tout cas, que l'objectif soit clair, quitte à passer du temps à bien définir l'objectif, c'est une des clés de la réussite. C'est très compliqué de commencer un projet tant qu'on n'a pas d'objectif précis. Donc, définir, après on sait très bien, un objectif peut en amener un autre, etc. Mais donc voilà, c'est quoi l'objectif principal à ce à quoi vous devez tendre par la suite? Et donc, une fois que vous avez votre objectif, vous allez avoir toute votre liste de tâches à faire, ce
qu'on appelle dans la Startup Nation le backlog, comment vous allez gérer toutes les actions que vous devez faire. Et donc ça, c'est la fameuse matrice d'Eisenhower, c'est une des tartes à la crème de l'organisation, mais qui est hyper, hyper intéressante, c'est prioriser l'urgent et l'important. C'est c'est quelque chose d'hyper utile, évidemment. Si c'est urgent et important, bon, on le fait tout de suite. Par contre, si c'est important mais pas urgent, et ben juste, il faut l'échelonner. On le met sur différentes étapes. Toujours demander les deadlines. On me demande, ah ben, j'ai besoin de ça. Ok, tu en as besoin pour quand? Comme ça nous permet de nous organiser et de gagner en sérénité. Alors moi, j'ai ma petite technique, mais chacun a ses techniques différentes. Mais en tout cas, j'ai testé plein de modèles différents et ça reste la plus efficace, parce qu'il ne faut pas que ça soit une usine à gaz non plus. C'est le tableau Excel, tout simple, avec, dès que j'ai une tâche à faire, je fais Alt-Tab, donc c'est un raccourci pour changer d'onglet. Je vais sur mon Excel et je note ce que je dois faire. Quand j'ai des actions qui tombent, je suis en train de discuter, tac, 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 je suis en point, je note mon action. À la fin, j'ai toutes mes actions. Et dès que j'ai plus d'une dizaine d'actions à faire, eh ben, je les priorise, je les organise et je les mets dans mon agenda. On parle beaucoup aussi en termes d'organisation de chaque soir, en quittant le travail, de se définir les objectifs du lendemain. Et on dit aussi que c'est une technique que j'avais lue, mais personnellement que j'ai du mal à appliquer, donc que j'applique pas trop, qui ne marche pas trop en tout cas dans le cadre de mon activité, ou peut-être que je l'utilise mal, c'est de bien d'organiser son agenda à l'avance pour toute la semaine prochaine, en mettant des temps de réflexion profonde, de deep work, et après, tout le reste, c'est des tâches d'exécution. Et d'organiser vos journées en fonction de votre puissance de réflexion. Les tâches les plus exigeantes, on les met le matin, où on a le plus de disponibilité, et les tâches les plus simples, d'administratif ou autres, on peut plutôt le mettre de l'après-midi ou à l'heure de la digestion. Où on est souvent l'heure de la digestion, ben oui, c'est le moment où on est le moins productif. Donc voilà, c'est avoir une réflexion stratégique pour ne pas être dans le cas « Ah, mais j'ai des milliards de choses à faire », alors qu'en fait, une personne plus organisée aurait pu faire sa journée en 4 heures. Et il y en a plein des gens comme ça. Mais parce que ça paraît bien d'avoir plein de choses à faire et d'être organisé, d'être débordé, alors que pour moi, c'est plutôt enfin voilà, moi, une personne qui a toujours ce genre de discours, j'ai plutôt tendance à entre guillemets, pas me méfier, c'est pas le bon mot, mais voilà, me poser des questions sur la manière d'organiser son temps. Et si on remonte plus loin, ben, ça veut dire, est-ce que la personne peut-être aurait dû dire non à certaines choses? Je dis pas du tout que c'est simple, hein. Je suis pas du tout en train de vous dire que c'est simple, il faut faire, oui, il faut faire ceci, il faut faire ça. Je sais que c'est très compliqué et moi-même, j'ai beaucoup de difficultés par moment à le faire. Donc, je vous dis pas que c'est simple. Puis de temps en temps, il faut aussi taper dedans pour moi, je vois en tant qu'indépendant, ben, on en parlait tout à l'heure, Delphine, faut choper des missions, faut avoir des nouveaux clients, donc eh ben ouais, il faut bosser, il faut prendre les opportunités, et puis tant mieux. Mais il faut le choisir, il faut l'accepter, et en être pleinement conscient. Et voilà, un des points hyper, hyper efficaces, c'est de faire des points réguliers. Faire des points réguliers, ça permet de dire, moi, c'est ce que je fais avec mes clients très régulièrement. Je fais 1 point, 2 points par semaine, même pour des projets top prioritaires pour eux, pour dire ben, là où j'ai des difficultés, là où ça se passe bien, et pouvoir verbaliser les difficultés pour trouver des solutions. Voilà, ça va développer votre confiance et votre réputation de pouvoir dire les choses. Alors, 6e point, c'est la gestion de ses états internes. Alors, états internes ou émotions, je vous avoue que je ne suis pas non plus c'est pas spécialement moi mon cœur d'expertise, tout ce qui est gestion de ses émotions, mais une des choses importantes, je me souviens, on avait fait un exercice en PNL où on nous disait, pendant une semaine, tu vas essayer quand tu as des émotions peut-être un peu plus fortes que la moyenne, de les inscrire, de les noter quelque part. Et essayer de faire des liens entre ce qui s'est passé et l'apparition de son émotion.
et se dire que ben, finalement, son émotion, on peut pas la brider, il faut l'accepter, elle arrive comme ça. Mais du coup, c'est se poser la question, ben, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Quoi est-ce qu'elle fait écho, cette émotion chez moi? Et ben voilà, qu'il faut l'accepter, on ne peut pas se brider. Trop longtemps, moi, j'ai eu tendance à brider mes émotions, à ne pas m'écouter. Et si bien qu'un jour, je me suis mis à avoir des allergies sur les bras parce que je ne m'étais pas écouté assez et parce que j'avais pris trop de pression, trop de stress. Et je me disais, mais non, c'est rien, je suis trop fort. Non, non, maintenant, j'essaie d'y faire attention. Donc, enfin voilà. Et donc, apprendre à se connaître, ben oui, il y a des. En fait, le, la relation à ses émotions, c'est en lien direct avec ses valeurs. Une valeur, c'est ce qui est important pour nous. Et le déclenchement d'émotions fortes, c'est en lien avec des valeurs, hein. Pourquoi cette émotion se déclenche? Pourquoi est-ce que cette émotion est si forte chez moi par rapport à cette réaction? Et ça veut dire qu'il y a peut-être des points à prendre en compte, des points à travailler, des points à gérer. Et apprendre à se connaître, euh, ça peut être évidemment soit en, se, en lisant, en tentant de nouvelles choses, mais aussi apprendre à se connaître, c'est peut être par de l'altérité, via l'altérité, via du coaching, via, je sais pas, même des accompagnements, des psys, je sais pas, il y a plein d'outils, des mentors. C'est toujours compliqué, comme le dirait un de mes amis, de se gratter le dos tout seul. Mais c'est super intéressant d'être écouté, qu'on se comprenne, qu'on puisse livrer ce à quoi on croit, ce qui nous a peut-être ce qui nous a perturbé, ce qui a été dur pour nous. Donc voilà, c'est des choses, en tout cas, moi, que je conseille et je pense qu'il ne faut pas avoir d'appréhension à dire, même si on voit quelqu'un, si on consulte quelqu'un, c'est des choses, je pense, qui sont hyper riches et qui nous aident à progresser. Voilà. Et prendre du recul sur sa situation, voilà, hein, professionnellement, une phrase que je répète souvent, et c'est pas de moi, hein, mais bon, sauf si vous êtes dans un hôpital ou dans des métiers très particuliers, pour beaucoup, je pense qu'on ne sauve pas de vie. Au bout d'un moment, il faut quand même remettre les choses, il faut remettre l'église au milieu du village, quoi. Le dossier de Tartampion, ben, s'il n'arrive pas demain, bon, ben, enfin, peut-être que le manager, il sera pas très content, mais au bout d'un moment, écoute, moi, j'ai bossé pendant 10 heures, donc eh ben, juste, je vais envoyer un mail en disant qu'il arrivera un peu en retard, quoi. Donc, souvent, c'est important de remettre l'église au milieu du village, quoi. Et donc, les mots-clés, le MBTI, le disque, j'ai pas été certifié sur ces outils-là, mais en tout cas, c'est des outils qui vont nous aider à nous comprendre. Le MBTI, c'est sur ses préférences. Alors, s'il y a des ayatollahs du MBTI, je de bêtises et me faire les doigts, mais je crois que c'est les préférences de type de personnalité. C'est hyper intéressant. Vous pouvez le passer d'ailleurs de manière gratuite. Franchement, toutes les personnes qui ont passé le MBTI et qui m'ont envoyé leurs résultats, je trouve que c'est criant, ça parle beaucoup. Donc voilà, et disque aussi. Je saurais pas très bien vous en parler, c'est le test des couleurs. Ça fait quelques temps que je l'ai fait. Et le scout est maître de soi, il sourit et chante dans les difficultés. Moi, c'est mon article préféré. Et parce que, bah oui, on baisse la tête de temps en temps, on peut avoir des difficultés, mais bon, paf, on continue et haut les cœurs. Voilà. Alors, l'authenticité. J'adore celui-là. Parce que l'authenticité, c'est. Comment dire? Euh, comment parler de l'authenticité? Pour moi, l'authenticité, on est puissant quand on est authentique. J'ai cette croyance-là. Si vous êtes une personne, en fait, si vos actes sont en lien avec vos valeurs et avec vos convictions profondes, vous allez avoir une énergie et une force de conviction et un relationnel, un état d'esprit, une manière d'être
qui sera charismatique, je pense forcément, et, et puissante. C'était, je fais le parallèle avec les entreprises. Une entreprise, pour moi, c'est quand j'ai des clients qui viennent me demander des conseils sur leur marque employeur. Donc, en fait, la marque de l'entreprise, un peu du marketing RH. Une phrase que j'aime bien dire, c'est ne tombez pas dans le piège du mimétisme à vouloir faire comme toutes les boîtes. Mais si vous êtes un cabinet d'avocats un peu vieux jeu, eh ben, vous ne mettez pas à foutre des baby-foot partout ou à mettre des baskets à tout le monde, à Jean-Pierre de 60 piges qui n'a pas du tout envie de mettre des baskets, quoi. Enfin, donc mais restez comme vous êtes, assumez-vous et assumez votre singularité. Plus vous êtes singulier, plus vous allez développer votre avantage inéquitable envers les autres, c'est là où vous allez être puissant et vous allez être aligné avec vos valeurs et avec qui vous êtes. Et on se dit d'une personne authentique, déjà qui aura développé sa connaissance de soi, de ce qui est important pour elle, de ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut pas, ben finalement, elle va pouvoir capitaliser sur ses forces, mais aussi être conscient de ses axes d'amélioration et dire ben, aussi ce qui est tolérable, ce qu'elle veut pas, faire ses choix. Et automatiquement, ça va développer une réputation, une bonne réputation. Bonne réputation d'ailleurs, où ça peut être par moments, entre guillemets, un peu clivant. Je ne vous dis pas d'être clivant, mais en tout cas d'attirer autour de vous peut-être des personnes que vous souhaitez attirer, peut-être de rejeter certaines autres personnes. Tout le monde ne peut pas nous apprécier. Mais c'est très marketing d'ailleurs, ce que je dis, c'est un peu la clivance d'une offre marketing, mais l'authenticité, ça va renforcer notre confiance, la confiance que vont avoir les autres en nous, parce qu'ils vont se dire, cette personne ne ment pas, c'est quelqu'un de sincère et d'honnête, il joue pas de rôle, il dit ce qu'il pense. C'est tellement puissant d'avoir une personne comme ça. Et on va avoir tendance à donner de la confiance à une personne authentique parce que elle va pas être sneak, enfin, elle va pas tourner autour du pot, elle va dire ce qu'elle pense. Je vous dis pas évidemment d'accuser ou d'avoir des propos indélicats. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais moi, je l'ai vu longtemps dans la Startup Nation où ben, clairement, c'est pas forcément la cote d'être catho et d'être un peu scout provincial, voilà. Et ben, pour le coup, je sais que je l'ai toujours assumé, ça s'est toujours bien passé. Enfin, il y a tout type de start-up, mais moi, il y avait beaucoup plus de personnes qui avaient des opinions différentes des miennes. Ça s'est toujours bien passé. Et parce que j'ai toujours assumé simplement sans jamais accuser d'autres personnes. Et souvent, je pense que on, on va souvent penser que parce qu'on va dire ça, alors la personne va mal nous voir. Mais il y a beaucoup de gens qui sont prêts à accepter des choses ou accepter d'autres opinions si on ne les accuse pas. Après, bon, évidemment, faut quand même faire attention à ce qu'on dit et je ne vous dis pas non plus de tout livrer. Mais voilà, moi, c'est vraiment un conseil que j'ai à donner, c'est bah, essayer d'être authentique, quoi, au maximum, même si c'est pas toujours simple. Et le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux, bah oui, voilà, on voit. Moi, je vois dans la nature l'œuvre de Dieu, peut-être que toi, tu vois autre chose, ben voilà, et moi, ça, c'est ma vision. Et du coup, elle vaut autant que la tienne. Donc, si tu veux travailler avec moi, tu dois respecter ma vision, quoi. Et alors, la stratégie, ben oui, je crois que c'est une phrase de Jung qui dit, c'est une phrase qui est belle, mais qui est à la fois un peu, qui est dure hein, aussi. Je crois que c'est on passe la moitié de sa vie à monter sur une échelle qui n'est pas contre le bon mur. Euh, et c'est très parlant cette phrase parce que je vois beaucoup de gens avancer euh, dans des voies finalement où ils ne savent pas vraiment. C'est compliqué, je ne vous dis pas que c'est simple de définir sa voie, mais essayer de définir
c'est hyper important de définir c'est quoi votre vision dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de développer? Alors, il y a plein de techniques pour développer sa vision. La visualisation, le rêve éveillé, il y a plein de choses. Mais vous dire que pour développer, enfin, avant de développer ma stratégie, il faut que je développe ma vision. Vers quoi est-ce que je veux aller professionnellement, là, vu qu'on est dans un cadre professionnel, euh, vers quel poste est-ce que j'ai envie d'être dans 10 ans, dans 15 ans? Ok, bah, du coup, j'ai envie d'être, je suis commercial et j'ai envie d'être directeur commercial dans 15 ans, mais je veux pas l'être dans ce domaine d'activité. Ben, très bien. Mais du coup, si tu veux être directeur commercial d'une autre activité, ben, comment est-ce que toi, tu peux te développer tes compétences sur ce secteur d'activité? Comment est-ce que toi, tu peux te rapprocher? Comment est-ce que tu peux réseauter auprès de ce type de personnes? Ou peut-être, même si c'est dans la même entreprise, ben, essayer de vous rapprocher, créer votre réseau auprès de ces personnes. Donc, vers où est-ce que vous voulez aller? Ben oui, c'est évident, c'est pas réinventer la roue que de dire ça, mais finalement, peu de gens savent vraiment où ils veulent aller dans 10 ans. C'est pas pour autant qu'on peut pas être flexible, mais essayez de vous dire où est-ce que je veux aller et comment est-ce que je peux gagner les compétences pour aller vers mon objectif. Il y a plein de moyens, mais on en parlera tout à l'heure, notamment le bénévolat. Je sais plus s'il y a un slide là-dessus, mais enfin, le bénévolat, c'est un formidable levier d'acquisition de compétences. Typiquement, moi, quand je me suis lancé en voulant faire de la formation, eh ben, j'ai commencé à donner des cours gratuits dans mon IUT, quoi. Parce que j'étais content de le faire et j'avais envie de le faire. Et, et j'avais envie de faire du coaching carrière. Et ben hop, je me suis inscrit dans une association gratuite pour faire du coaching carrière. Et donc, j'ai développé ma légitimité et mes compétences et de la confiance en moi. Ce que je n'avais pas en commençant. Mais le bénévolat, c'est souvent un levier qui est sous-coté quand on parle de gagner des compétences. Et d'ailleurs, je tends une perche pour Delphine. T'as l'habitude maintenant. Voilà. Mais ouais, enfin voilà, donc c'est un peu de politique, repérer les décideurs, les fonctionnements internes qui décident et qui a le pouvoir. Bah, passez pas, si vous souhaitez vous aller plutôt vers ce rôle, bah, essayez de comprendre qui a le pouvoir, quoi. Et passez pas votre temps justement à réseauter auprès de personnes qui n'ont pas le pouvoir de décision. Voilà. Et donc, neuf, la créativité, moi, c'est peut-être pas forcément mon fort. C'est pas ma compétence la plus développée, mais globalement, euh, on dit souvent d'ailleurs que beaucoup d'inventions sont faites dans le jeu ou à des moments où on s'y attendait pas. Mais je pense qu'une des forces d'approche, ça va être de mêler plein de thématiques différentes et plein de domaines d'activité différents. Typiquement, moi, sur une prestation donc de recrutement, eh ben, je vais amener des compétences de marketing digital, je vais amener des compétences de coaching, je vais amener de la PNL, je vais amener enfin, du, plein de thématiques même qui viennent de la lead génération, donc de la génération de prospects en ligne, de prospects qualifiés. Donc, si vous amenez plein d'expertises différentes dans une expertise, ça gagne beaucoup de puissance et ça vous permet aussi de vous différencier. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous différencier des autres? Et voilà, oser se tromper, apprivoiser la peur de l'échec. J'avais une phrase qu'on m'avait dit une fois, que j'avais trouvé vraiment bien, c'est «On me pardonnera plus de m'être trompé que de ne pas avoir essayé». Et il dit au pire, bah, voilà, je m'excuserai, j'ai dit que j'ai pas bien fait, mais c'est un responsable financier d'une boîte importante qui m'avait dit ça en plus. Il y avait beaucoup d'argent en jeu, mais bon, mais il m'avait dit cette phrase et j'avais trouvé ça très intéressant. Je sais pas si, voilà, je vous dis pas dans tous les contextes, hein. Si vous êtes le manager de la sécurité d'une centrale nucléaire, je vous dis, ça fonctionne pas forcément, quoi. Mais voilà, proposez, soyez force de proposition, quoi. Et il n'y a que les rêveurs, après tout, qui réalisent et qui ne rêvent jamais, ne réalisent jamais rien. Et oui, et oui. Et voilà, tenir vos engagements. Alors ça, moi, c'est vraiment le,
je le vois. Moi, je fais appel à différents freelances avec mon activité, notamment pour tout ce qui va être ma communication, mon site internet, etc. Et c'est con, mais un des critères vraiment importants pour moi dans ma prise de décision, c'est une personne qui va me savoir revenir vers moi, qui va me dire qu'elle ne sait pas, ou qu'elle sera en retard, elle va me relancer avant, qu'elle aura bien noté dans son agenda la date. Enfin, c'est tout con, mais le, on va pas avoir envie de faire confiance à une personne qui annule des rendez-vous pour rien au dernier moment ou qui ne tient pas parole ou qui dit que c'est compliqué sans donner de raison valable ou crédible, qui va annuler au dernier moment. Donc, définir, tenir ses engagements, mais déjà, ça va avec définir vos objectifs. Clairement, est-ce que c'est atteignable ou pas? S'inspirer de méthodes de gestion de projet, faire des points réguliers sur les projets, dire on n'y arrive pas, etc. Et savoir parler des points bloquants ou des hésitations. C'est le no-go direct. Euh, Quand on commence à avoir la réputation d'une organisation, dans une organisation d'une personne qui ne tient pas ses engagements, généralement, c'est très très compliqué de revenir derrière. Et il vaut mieux une personne, même qui fait des erreurs ou qui fait des trucs, mais tant qu'elle tient ses engagements et que quand elle s'engage à faire quelque chose, elle le fait. Voilà. Mais moi, je vois tellement de personnes, d'ailleurs, même des personnes que j'adore, des amis, des gens de ma famille, euh, qui ne tiennent pas leur engagement. Et en fait, j'aurais pu les faire bosser ou je pourrais les faire bosser, mais tu tiens pas tes engagements, ben, ciao, quoi. Enfin, moi, j'ai pas spécialement envie de faire travailler une personne qui va pas tenir ses engagements. Enfin, c'est pas que j'ai pas spécial, c'est que j'ai pas envie, quoi, tout simplement. Voilà. Voilà, donc le scout met son honneur à mériter confiance. Merci beaucoup, Maxence, pour tes précieux conseils, pour ta disponibilité au service de la communauté du RASO. Voilà, je vous glisse dans la discussion le lien vers le prochain atelier pro, enfin lundi pro du RASO, qui s'intitule donc S'organiser, gérer son temps, gérer son stress, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site du RASO les actualités, les contenus, les articles, les événements. Voilà, on est à votre disposition pour vous aider dans votre vie professionnelle, personnelle, spirituelle, dans vos engagements. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous n'avez pas, voilà, si vous n'êtes pas encore membre du RASO. Ça arrive à certains qui s'inscrivent à un événement sans être membre. Et puis à parler autour de vous à tous les anciens guidés scouts d'Europe que vous connaissez, mais qui ne connaissent pas encore le RASO. N'hésitez pas à leur proposer de nous rejoindre pour bénéficier eux aussi des propositions et des événements du RASO. Voilà, et bien, merci beaucoup Maxence. Je te souhaite une bonne soirée et je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt. Merci Delphine, merci tout le monde. Merci pour vos messages. Merci à vous. Au revoir à tous. Au revoir.